Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement épisode 24 saison 2. On va ensemble cette semaine évoquer les taux négatifs qui posent de plus en plus de problèmes pour s'orienter. Ça désoriente forcément les épargnants. D'ailleurs, Vincent Kutkovitz nous posera la question, est-ce qu'épargner a encore du sens dans ce contexte ? Et oui, ça a du sens, on le verra en dernière partie de l'émission. Le suspense est bien construit puisqu'on vous parlera d'immobilier commercial avec encore des pépites pour investir. On commence tout de suite en compagnie de Jonathan Lévy pour parler justement de ce contexte de taux négatifs. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors les taux négatifs, c'est une réalité concrète, quotidienne pour les États qui empruntent à 5 ans, 10 ans de façon négative dans les grands pays européens. Ça leur rend plutôt service d'ailleurs. Complètement. Ils ne s'en privent pas et ils auraient tort de le faire. Pour les épargnants, c'est une autre paire de manches. Ça pose d'autres problèmes. Oui, et encore que les épargnants sont un petit peu épargnés, puisque aujourd'hui, ils ont des taux qui ne sont pas négatifs, ils ont des taux qui sont encore positifs et qui sont déconnectés par rapport au taux de marché. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle en effet du livret A ou même de l'assurance vie, c'est ça Le livret A est à 0,75, le taux des fonds en euros en moyenne est à au-dessus de 2%. Ouais. C'est un taux politique, le livret A, c'est le gouvernement qui écrit à la fin. Il y a une formule qui a été déterminée mais qui n'est pas suivie. C'est impossible de la suivre pour des raisons politiques, on comprend bien. On serait plutôt pourtant, proche de zéro. À un moment donné, il va falloir, faut être cohérent. Si on veut relancer l'économie, si on veut que les Français reprennent du risque, il faudrait la suivre. Ça serait une raison politique aussi. Effectivement, mais il faut avoir du courage pour ça. Ça a du sens économiquement, effectivement, parce que le but de la politique monétaire de la Banque centrale, c'est d'orienter l'épargne vers l'investissement productif, qui créera de la croissance pour demain, qui créera des emplois pour demain. C'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays de la planète. Complètement. On a ramené un graphe, si on veut bien le montrer. Alors, on va voir le premier graphe, oui. Vous refait un match, on a l'impression de déjà vu. C'est pas de l'euro. Alors ça, c'est le deuxième graphe. Alors, on regarde le premier. Le premier. Le taux de la dette française à 5 ans. Voilà. Alors, voilà, donc, ça c'est le deuxième. C'est bon, on y est. Le premier graphe qui montre donc l'évolution ces dernières années, ces derniers mois de la dette, du taux de la dette française à 5 ans. Quand l'État français emprunte à 5 ans, il emprunte aujourd'hui à moins 0,22. C'est-à-dire qu'en fait, on le paye pour emprunter. Exactement. À 5 ans, on le paye pour emprunter. Sur une période plus courte, on lui paye plus encore pour emprunter. Sur une période plus longue, on lui paye un peu moins. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait ? On peut rappeler peut-être le contexte historique. Le contexte historique, il faut rappeler que la base, c'est que dans le monde entier, l'inflation est très basse. On a touché la déflation, c'est-à-dire qu'on a une inflation négative. Et ça, c'est un problème pour les économies. Donc les banques centrales dans le monde entier luttent contre la déflation. Pour lutter contre la déflation, elles essayent d'avoir des taux très bas. Elles peuvent jouer sur les taux à court terme. Et pour jouer sur les taux d'intérêt à long terme, elles rachètent des dettes des États pour faire baisser les taux, pour que le poids de la dette soit plus faible, pour qu'économiquement soit plus viable. S'il n'y avait pas ça, on serait déjà tous morts. Mais c'est viable à long terme ? Ça va durer longtemps cette situation ? Alors ça va durer longtemps parce que pour faire repartir l'inflation, ça va prendre du temps. Maintenant, je pense que c'est la bonne méthode. On n'a pas le choix, il faut passer par là. C'est un remède de cheval, mais malgré tout, le malade est tellement malade que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va probablement prendre une décennie entière à ce qu'on reparte comme avant. Et donc, les épargnants dans ce contexte, parce que c'est ça qui les intéresse. D'ailleurs, je vous encourage à nous poser toutes vos questions si vous en avez. On est sur la page Facebook du site bienprévoir.fr. N'hésitez pas dans la partie commentaires à vous adresser à nous pendant l'émission. On a le retour. Comment ça va les affecter ? Puisqu'on l'a vu en introduction, finalement, ils sont encore assez épargnés. Complètement. Au fur et à mesure, en fait, cette situation va se normaliser pour les épargnants. Donc, ils vont être touchés par les taux négatifs.
On a vu par exemple en Suisse, il y a des banques suisses qui rémunèrent à taux négatif les comptes. C'est-à-dire qu'elles facturent finalement les gens qui ont du cash sur leur compte. Effectivement. C'est une situation inédite. Quand vous déposez de l'argent sur une banque, la banque perd de l'argent. C'est-à-dire que si je donne 100 € à mon banquier, ça va lui coûter 0,2, 0,3%. Exactement. En France, en euros, c'est 0,35%. En Suisse, c'est 0,75% le coût pour la banque. Donc c'est sur des montants importants, c'est un coût important pour les banques. Jusqu'à présent, ils gagnaient de l'argent quand vous leur déposez. Donc ce que vous dites, c'est que les banquiers ne vont pas forcément attendre trop longtemps avant de répercuter ça à tout le monde et que c'est pas on risque viable d'avoir pour les en banques. effet une marche, encore une fois, pour les épargnants. Les livrets vont encore diminuer. Peut-être que les comptes courants, mais là encore c'est très poétique, mais à un moment donné ils vont être obligés de franchir le pas. Sinon les banques font faillite. Et sinon elles vont perdre de l'argent et éventuellement elles pourraient faire faillite. Donc on va se retrouver, y compris pour monsieur et madame tout le monde, avec des taux sans doute négatifs, où ça va coûter de l'argent d'avoir du cash, donc il faut faire autre chose. Exactement. Les fonds en euros également vont être fortement touchés, parce que les gens investissent beaucoup sur les fonds en euros classiques, qui investissent dans des obligations. On le voit, les obligations ne rapportent rien. Donc les taux des fonds en euros, sur leurs réserves. Ils vivent sur leurs réserves, sur des obligations qu'ils ont achetées dans le passé. Les 2% sont complètement déconnectés des marchés. Là encore, il faudrait qu'on replace à plus de 50 ans. Vous savez à combien la France emprunte à 50 ans? Elle emprunte à 1,45. Donc les 2%, on les voit nulle part en fait aujourd'hui sur le marché. Donc ceux qui s'inquiètent finalement d'une brutale remontée des taux se trompent. Vous nous dites on risque de connaître cette période pour longtemps encore, presque 10 ans, et ça va continuer à aller dans ce sens-là. Exactement, je pense qu'ils se trompent. D'ailleurs, ces mêmes gens qui nous disent que les taux vont remonter, ça fait 2 ans qu'ils nous le disent, les taux sont bas, ils ne peuvent que remonter. Ben, c'est pas vrai, depuis 2 ans, les taux n'ont fait que baisser. Bon, et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour conclure, justement, il faut que les gens acceptent, et c'est le cas depuis le début d'année, nous on le voit auprès de nos clients, on le voit sur l'ensemble des données qu'on a en France, les gens prennent plus de risques pour gagner de l'argent. Il y a plusieurs façons de gagner un peu d'argent en prenant un risque limité. On va en parler dans la troisième partie. L'immobilier commercial, c'est une façon de le faire. L'immobilier d'entreprise, donc bureau ou commerce, peu importe. Il faut diversifier entre les deux. On a aujourd'hui des rendements qui sont certes en baisse, mais dont le rendement reste bien supérieur à ce qu'on a sur les taux des obligations. Donc ça, c'est des placements qui plaisent, qui sont plébiscités et qui, à mon avis, aujourd'hui sont intéressants, malgré le fait que les valorisations ont bien monté déjà. Ça reste encore très intéressant aujourd'hui. Une autre façon de se prémunir contre une baisse des taux, c'est d'acheter des obligations d'entreprise. Par exemple, nous avons chez Bien Prévoir une obligation synthétique sur Rallye à 4 ans qui est à un taux brut de 5%. Synthétique, ça veut dire que ce n'est pas une obligation que vous possédez en propre, mais qui reproduit finalement cette performance. Exactement, qui est émise par une banque, et vous prenez le risque sur la signature Rallye. Mais au final, ce qu'il faudrait ultimement, c'est que les épargnants acceptent davantage de risques, réinvestissent dans l'économie et que cette machine se relance. C'est ça finalement la vision et l'ambition des banquiers centraux. Tout à fait. Ouais. C'est que on n'en est pas là encore, on n'a pas l'impression. Ça en prend doucement le chemin, on le voit au niveau des encours de crédit, aux entreprises qui investissent un petit peu. Les particuliers, nous on le voit, prennent un peu plus de risques. Donc la machine est en train de repartir, mais c'est très très lent, ça va prendre du temps. Tout le monde est le dos au mur et donc il faut en effet adapter sa stratégie d'épargne. On va continuer cette discussion avec Vincent Kutkovitz. Merci Jonathan, on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Parlons placement saison 2, épisode 24. On poursuit la discussion avec vous, Vincent. Bonjour. Bonjour Thomas. On a vu le contexte, on a planté le décor avec Jonathan sur ces taux négatifs, au point que vous posez la question, est-ce que épargner a encore un sens ? Oui, en fait, aujourd'hui, les épargnants ont un peu le moral dans les chaussettes, comme un peu peut-être la météo les y entraîne. En fait, les vraies questions qu'on se pose, c'est que d'abord, on rentre dans une sorte d'ère économique totalement inconnue. Avoir des taux négatifs, on peut comprendre que ça déstabilise l'épargnant. Et puis d'autre part, finalement, l'épargnant se rend bien compte qu'aujourd'hui, il a un problème de financement de ses retraites, il a un problème de niveau de vie au moment de la retraite, par exemple. Donc avec des taux négatifs, comment va-t-il faire pour assurer son train de vie ? Préparer l'avenir. Et pourtant, on vit une espèce de paradoxe, puisque les taux réels, graphiques à l'appui, vous allez nous le démontrer, n'ont jamais été aussi hauts. Alors là, on a pris effectivement le parti de comparer le rendement des fonds en euros dont on a parlé juste avant, et on voit bien la courbe qui baisse depuis 2004, et on a pris le parti d'intégrer l'inflation. Quand on recalcule
le rendement des fonds en euros en assurance vie net d'inflation, on se rend compte qu'en fait, on est sur des rendements en 2015-2016, on prévoit un rendement 2016 des fonds en euros autour de 1,95%. Malgré cela, avec une inflation à zéro, on se rend compte qu'on est au même niveau qu'en 2006 à peu près, 2004, avant la crise. En 2011-2012, en tout cas, nettement. Tout à fait, on est plus haut. Ce qu'il faut retenir de ça, même si on peut considérer, on l'a entendu dans la partie présente avec Jonathan, c'est qu'aujourd'hui, on considère que le rendement des fonds en euros reste excessif. Il n'empêche que l'épargne, a fortiori lorsque on prend un peu plus de risques et qu'on se dirige vers des unités de compte, l'épargne aujourd'hui a rarement été finalement aussi performante lorsqu'on tient compte de l'inflation qui est nulle. Absolument. Est-ce que les comportements sont en train de changer? Qu'est-ce que vous observez? Ce qu'on comprend en fait effectivement, ce qu'on observe, et par exemple il y a eu une étude IFOP qui a été diffusée en mai dernier, ce qu'on comprend en fait aujourd'hui c'est comme je l'ai évoqué au tout début, les épargnants craignent pour leur retraite et craignent le fait que les régimes de retraite fassent faillite. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ou en tout cas qu'ils remboursent beaucoup moins que ce qu'on leur promettait. Tout à fait. Ensuite, ils craignent également, même si aujourd'hui ça ne se voit pas encore dans les réformes, que l'âge de la retraite recule fortement. Donc il va falloir envisager d'avoir une épargne qui permette finalement d'assurer un train de vie au-delà à partir de 65 ans, puisque l'ensemble des épargnants intègrent, les Français intègrent le fait que probablement on va devoir élever le niveau de départ de l'âge de la retraite et il y aura besoin de financer ce niveau de vie à terme. Donc ça, c'est les inquiétudes majeures. Maintenant, les gens comprennent aussi, et ça c'est ce qu'on constate depuis 1 an maintenant, que pour obtenir du rendement, il faut accepter de prendre plus de risques. Est-ce qu'ils le font ça concrètement ? Alors ils le font peut-être parfois en allant avec beaucoup d'engouement sur certaines classes d'actifs. Même si nous sommes très très favorables encore, par exemple, à la classe d'actifs liée à l'immobilier d'entreprise, on constate par exemple que lorsqu'on fait ces études, et l'étude IFOP du mois de mai, le sondage du mois de mai 2016 le montre encore, la première classe d'actifs privilégiée aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est l'immobilier locatif. Mais probablement que les épargnants n'ont pas en tête le niveau de rendement de l'immobilier locatif classique. Lorsqu'on parle d'immobilier dans les grandes villes françaises, on est en dessous, en net, on est en dessous du fonds en euros ou tout proche du niveau du fonds en euros qu'on a connu en 2015. Et pour autant, les conditions ne sont pas les mêmes, de garantie notamment. Est-ce que c'est une situation qui est propre à l'Europe ? Est-ce qu'il y a des temps plus propices ailleurs ? Je pense qu'effectivement, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, certes, mais l'épargnant américain ne se pose pas nécessairement les mêmes questions. Parce qu'il y a de la croissance. Parce qu'ils ont de la croissance, parce qu'ils sont en fin de cycle de on va redire les choses plus simplement, d'assouplissement monétaire, de politique d'assouplissement monétaire. Donc en fait, ils sont pas dans le même cycle économique. L'économie se porte mieux, même si la croissance américaine reste quand même atone par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Donc aujourd'hui, l'épargnant américain, lui, est un concurrent de l'épargnant français. Donc qu'est-ce qu'il va faire un arbitrage, l'épargnant américain? Aujourd'hui, il va aller sur les marchés américains, certes, mais il va peut-être aussi se retrouver en concurrence avec l'épargnant français. Et donc, il faut un peu se battre pour récupérer sa place. Et l'épargnant français a besoin de continuer à épargner en France, d'investir. D'ailleurs, c'est l'objectif quand même de la BCE, rendre l'argent coûteux d'une certaine manière grâce au taux négatif, en tout cas rendre les disponibilités en cash coûteuses. Ça envoie un message clair, c'est qu'il faut investir, il faut mettre son argent sur de l'économie réelle. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement à envoyer ce message de la part des banques centrales ? Parce que voilà, à vouloir faire investir les épargnants à tout prix, on leur force un peu la main et peut-être que psychologiquement, ce n'est pas la meilleure aussi des solutions. Alors oui, mais il y a énormément de solutions. D'abord, il faut effectivement, lorsqu'on investit dans une classe d'actifs, il faut la comprendre. Il y a beaucoup aujourd'hui de classes d'actifs qui permettent, ou de supports d'investissement qui permettent d'investir sur des biens tangibles, comme par exemple l'immobilier, on y revient, mais également sur des placements orientés actions ou obligations. On a des possibilités aujourd'hui d'accéder à des placements compréhensibles sans pour autant se fourvoyer dans des choses absolument risquées qu'on aurait du mal à saisir.
Donc non, je pense qu'il y a suffisamment de réponses aujourd'hui sur le marché de l'épargne. Alors vous nous avez apporté une petite liste d'hygiène de vie de l'épargnant, on pourrait dire. Voilà. Quelle est-elle cette checklist? Donc en fait, ce qu'on se dit dans le contexte actuel, il faut revenir un peu aux basiques. On a peut-être tendance ces dernières années à oublier les réflexes premiers qu'il faut avoir en termes de gestion de son épargne. Et finalement, ça redevient totalement pertinent de raisonner de cette manière-là. Donc première décision qu'il faut avoir en tête et premier comportement, c'est d'épargner régulièrement et automatiquement. Essayer de s'imposer des niveaux d'investissement mensuels, quitte à les augmenter au fur et à mesure, pour rentrer progressivement sur les marchés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut se constituer une sorte de fonds d'urgence, être capable de faire... C'est quoi ça, un fonds d'urgence? C'est une petite réserve dans c'est une petite réserve en cas de coup dur? Oui, pourquoi en fait on constate aujourd'hui que c'est absolument nécessaire. On s'est rendu compte, les études l'ont montré aussi, c'est que pendant les périodes de crise, notamment la crise de 2008, notamment les Américains, peut-être plus les Américains que les Français, n'avaient pas prévu une poche de réserve et donc ils ont été obligés d'entamer leur fonds de pension qui était destiné à financer leur retraite pour faire face aux besoins quotidiens. Lorsqu'on a connu une période de chômage importante aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Donc la leçon qu'on peut retenir de ça, c'est que en cas de crise financière nouvelle, mieux vaut avoir une poche d'urgence pour éviter de toucher son épargne. Une petite poire pour la soif. La diversification, ça reste aussi bien sûr un des points cardinaux de l'épargne. Tout à fait. Et là, nous, on raisonne sur une logique des 3 tiers. On se dit que dans le contexte actuel, il faut avoir 3 tiers de son épargne financière en tout cas, qui est pour un tiers donc dans l'immobilier, prioriser l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier de commerce comme on l'a vu, première partie et qu'on va l'aborder en troisième partie. Deuxième tiers, on en a aussi parlé, aller sur des produits de taux, mais aujourd'hui, pour obtenir du rendement sur le produit de taux, il faut aller sur les obligations à haut rendement. Et dernier tiers, c'est d'aller sur les produits actions. Alors là aussi, on a des solutions pour aller sur les produits actions avec des filets de sécurité. Les habitués de bienprévoir.fr connaissent notre force sur ce sujet-là et ça permet vraiment d'aller en bourse tout en ayant un filet de sécurité supplémentaire. Allez, on termine avec quelques recommandations produits. Oui, des recommandations produits, on en revient à peu près au même que celles qu'on a entendues avec Jonathan précédemment. C'est, premièrement, aller sur les obligations en rendement à travers par exemple des produits de type obligataire qui sont exposés sur... Actuellement, on a par exemple une obligation sur Rallye, on l'a dit, enfin un produit qui reproduit le comportement d'obligation Rallye. Il y a aussi des produits actions, produits structure actions qui ont une protection à la baisse, notamment, mais qui, là, on va aller choisir des thématiques d'investissement sur lesquelles on pense qu'il y a des potentiels de plus-value intéressants, comme sur la pharma, les banques, l'automobile. C'est des choses qu'on retrouve sur notre site. Et avec ce package-là, on est capable de faire un cocktail aujourd'hui qui permet de diversifier et surtout de réagir, et ne pas de s'endormir avec des taux négatifs et de continuer à construire son épargne avec de la performance. Bon, allez, on ne s'endort pas, on continue en effet. On va voir une troisième solution avec l'immobilier commercial européen. Merci Vincent. Avec plaisir, on accueille Thomas. tout de suite Christophe Inizan. Christophe, bonjour. Bonjour. Directeur commercial de la Française. On va parler immobilier commercial ensemble. Avec là aussi peut-être une approche dont tout le monde ne se rend pas compte. On a l'impression que le commerce va moins bien parce qu'on voit beaucoup de vitrines avec des panneaux à vendre, à louer. Enfin, on a l'impression qu'il y a en effet une petite crise qui traverse ce secteur. Pourtant, vous nous dites non, il faut quand même s'y intéresser. Oui, alors tout d'abord, effectivement, au sein de la Française, comme vous le savez, on gère 14 milliards d'immobilier, beaucoup d'immobilier professionnel, dont 2,5 milliards d'immobilier commercial. Donc les fameux retail park, commerce de proximité. Un retail park, on rappelle ce que c'est. Donc c'est des centres commerciaux dans lesquels les gens, les clients vont et peuvent passer du temps à consommer, à s'amuser. Ouais. Donc c'est le croisement entre parc de loisirs et centre commercial. Exactement. Il y a du divertissement, de l'entertainment, comme disent nos amis américains. Tout à fait. Et on a beaucoup de convictions sur ce segment-là. Et enfin, bien sûr, les fameux centres commerciaux à la française qui sont en train de connaître un développement, notamment en Allemagne. Donc sur ce segment-là, sur les commerces, on a une vision un petit peu différente de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'il y a quand même très forte résilience sur les commerces qui traditionnellement est une valeur refuge dans l'immobilier professionnel au sens large. Donc ce n'est pas forcément l'image du commerce de centre-ville sur lequel vous investissez, ça peut être en effet plus ces
ces nouveaux centres commerciaux rénovés avec d'autres stratégies, d'autres marketing? Alors, typiquement sur la partie investissement et politique d'allocation, on va se concentrer sur les commerces donc traditionnels, on y reviendra très probablement, puisque votre question, elle concerne la mutation du commerce qui est en marche, mais pas seulement, parce que le déploiement du commerce se fait aussi de plus en plus via l'e-commerce, et on pense qu'il n'y a pas opposition entre les deux segments, mais complémentarité, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous lancez Europe Immo Market, une nouvelle enveloppe destinée à investir en effet dans le commerce, mais aussi dans l'e-commerce. Complètement. Alors après immobilier, bien sûr, à chaque fois, via le vecteur immobilier. Donc une SCPI de commerce pan-européen qui complète le dispositif que nous avons lancé il y a 2 ans au travers d'Europe Immo, que j'étais venu de mémoire présenter déjà, qui est plus axé sur les bureaux en Europe. Donc là, on complète avec une SCPI pan-européenne de commerce en France, en Allemagne et en diversification sur d'autres pays européens. Arrêtons-nous un moment sur cette particularité. En effet, commerce et e-commerce. Qu'est-ce qu'on met dans le e-commerce? Alors, dans le e-commerce, en tous les cas, dans notre acception du modèle économique, c'est notamment toute la partie logistique, entrepôt, qui est très importante. C'est-à-dire que des acteurs aujourd'hui qu'on connaît bien, que je ne citerai pas, mais qu'on a tous en tête, ont une problématique de la fameuse logistique du dernier kilomètre. Ouais, il y a Amazon qui fait l'actualité actuellement, avec Anne Hidalgo qui essaye d'endiguer cette montée Tout à fait. Du e-commerce du dernier kilomètre. Exactement. Donc la fameuse supply chain appliquée à l'e-commerce, on pense que ça va renforcer l'appétence des investisseurs pour les fameux entrepôts. Donc si on suit votre raisonnement, vous dites nous, on est prêt à financer les entrepôts d'Amazon ou d'autres pour accompagner cette stratégie du dernier kilomètre. Alors ça a toujours été un segment à proprement parler au sein de l'immobilier professionnel. Il y a les commerces, il y a les fameux entrepôts, les bureaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est une classe d'actifs, un sous-segment de l'immobilier professionnel, ce fameux segment des entrepôts qui est en train d'émerger. Typiquement l'année dernière, il y a eu 350 millions d'euros d'investis sur ce segment-là qui délivre des performances assez attractives. Donc complété par l'intérêt des e-commerçants pour ce segment-là, on pense qu'il y a des choses à jouer sur ce segment effectivement. Vous m'avez dit qu'en termes de stratégie d'investissement, vous regardiez davantage les villes que les pays. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus France, Allemagne, Italie, mais vraiment ville. Alors, on raisonne forcément effectivement pays, mais avant toute chose métropole. Et on voit bien qu'en Europe émergent des pôles d'attractivité, Paris, Lyon, pour ne parler que de la France, mais aussi Barcelone, Madrid en Espagne, Rome en Italie. En Allemagne, il y a, comme vous le savez, 7 grandes métropoles. Je vais en citer que 4, mais il y a Berlin, Munich, Francfort notamment, donc ça fait que 3 pour le coup. Mais on a une vision effectivement de l'avenir du commerce qui va être très concentré dans des grandes métropoles, et l'attractivité pour ces métropoles ne cesse de se confirmer. Ajouter à cela ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le vieillissement de la population, nous pensons au sein de la française que le commerce traditionnel dit de proximité a encore un bel avenir, complété par l'e-commerce au travers des entrepôts logistiques notamment. Et donc, pour revenir à mon point de départ, c'est pas parce qu'il y a des boutiques qui ferment au coin de chez moi que le secteur commercial n'est pas dynamique par ailleurs, à la fois dans l'e-commerce ou dans les grands centres commerciaux. Alors, comme sur beaucoup de segments, il y a de très fortes disparités. L'électroménager ne se comporte pas comme le textile, la culture ne se consomme pas comme d'autres segments, l'alimentaire évolue de manière extrêmement favorable aujourd'hui, notamment dans le commerce dit de proximité, et complété, vous citiez Amazon qui se met à livrer de l'alimentation. On pense que ça ne fait que renforcer l'intérêt de ce segment-là. Donc, alors, on ne peut pas juger de manière homogène l'évolution du commerce. Il faut être extrêmement sélectif, et c'est la raison d'être d'une société comme la française notamment. En termes de répartition de ce portefeuille, la partie commerce traditionnel pur et dur et la partie e-commerce, comment est-ce que vous ventilez les deux? Alors, l'allocation cible sera composée à hauteur de 75% de commerce dit traditionnel et 25% d'e-commerce au sens large, avec un biais, comme je vous l'indiquais, logistique entrepôt. Et quant à la répartition géographique, on va s'atteler à avoir une exposition européenne globale avec 50% Allemagne, 35% France et 15% de pays type Italie ou Espagne. Et tout ça devrait vous amener une rentabilité cible de quel ordre ? Alors, on espère pouvoir délivrer autour de 4,70, sachant que je me permets de préciser qu'il y a une dimension assez attractive, me semble-t-il, sur ce segment-là, puisqu'il y a une poche de revenus de sources étrangères, notamment allemandes, qui délivre une fiscalité attractive au moment où on se parle encore. Il y a des disparités entre pays qui fait que... Tout à fait. Que nous gérons au sein de la française pour le compte des associés, bien évidemment. On n'a pas à remplir des paperasses fiscales en plus. Exactement. Faites le job. Oui, c'est piloté. Bon, on va suivre Europe Immo Market, c'est son nom. SCPI de la française viendrait nous parler de son évolution. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.